Bonjour. Alors, on commence un nouveau chapitre. On va s'intéresser à jeter les bases, une bonne partie des bases qui sont nécessaires dans le reste du cours au niveau des probabilités et des statistiques. On peut voir que les sciences des données et l'apprentissage automatique sont une excroissance gigantesque du domaine des statistiques. Ça met en valeur vraiment l'importance d'avoir des bonnes fondations, des bonnes bases dans le domaine. On va commencer par faire un rappel au niveau des probabilités. Mais j'aimerais vous mentionner que si on regarde dans l'histoire des sciences, il n'y a pas eu énormément de grandes révolutions au niveau méthodologique. Il y a eu des révolutions au niveau scientifique, mais au niveau méthodologique, pas énormément. Premièrement, le raisonnement logique et les mathématiques ont été formalisés au tout début, il y a très longtemps, avant Jésus-Christ. Les Grecs étaient des experts. Après ça, en Europe, au XVIIe siècle, la méthode scientifique est apparue au sens où la méthode expérimentale, disons. On a commencé à se rendre compte que pour comprendre le monde, il faut le tester, il faut faire des observations, mais aussi faire des expériences. Le côté expérimental manquait pas mal avant ça et l'impact que ça a eu a été gigantesque. Mais je pense aussi que lorsqu'on a commencé à introduire les probabilités, les statistiques, ça a été quelque chose d'important, surtout si on constate aujourd'hui que la très grande, un nombre hallucinant d'articles qui sont publiés aujourd'hui sont des expériences où on collecte des données et on fait une étude statistique ou des corrélations, des choses comme ça par rapport aux données qu'on a observées ou un test d'hypothèse. Donc, au niveau des probabilités, vous avez déjà suivi un cours de probabilité et le document que je rends disponible, comme d'habitude, vous permet d'avoir une définition des termes comme l'univers, qui est l'ensemble des possibilités, un événement, qui serait par exemple un sous-ensemble, pas par exemple, mais qui est un sous-ensemble des différents résultats possibles qu'on a dans notre univers. OK? Puis la probabilité, c'est le nombre entre 0 et 1 qui est associé à tout ça. Ce qui est incroyable, je ne présente pas les axiomes ici parce que c'est un cours de mathématiques, mais ce qui est incroyable, c'est que on peut en réalité dériver l'ensemble des théories en probabilité, l'ensemble des théorèmes mathématiques qui sont liés aux probabilités, à peu près seulement avec 3 axiomes. Évidemment, on a besoin aussi d'avoir tous les outils mathématiques, mais ici, quand je parle d'axiomes, c'est vraiment ici des axiomes au sens où on va définir le domaine en disant que les probabilités sont non nulles, qu'elles somment à 1, etc., etc. Et avec ça, avec cette façon de définir les probabilités, tout le reste en découle. Un des éléments les plus importants, un des termes les plus importants, ici, ça va être indépendant. Ici, le mot indépendant est beaucoup plus fort que de dire, par exemple, que des événements ne sont pas corrélés. Il faut faire attention. Ça dépend du vocabulaire. Ici, indépendant, c'est un terme mathématique qui veut dire que la probabilité de A et de B l'événement A ne nous apprend rien sur l'événement B et l'événement B ne nous apprend rien sur l'événement A. Lorsqu'on a une corrélation entre 2 variables, bon, par exemple, si j'obtiens comme information que quelqu'un a un surpoids, c'est ma première variable, j'observe ça. C'est peut-être pas une variable aléatoire pour vous, mais en réalité, on traite ça comme une variable aléatoire.
finalement, ça me donne de l'information sur le taux de cholestérol. Il est probablement plus élevé. OK? Par contre, lorsque c'est indépendant, une variable ne nous donne pas d'information sur l'autre. Et ici, on ne parle pas nécessairement qu'il n'y a pas de corrélation linéaire, on parle vraiment du fait que la connaissance de A ne nous aide pas à comprendre ou connaître B. Et l'indépendance, c'est quelque chose qu'on va pratiquement jamais réellement avoir. Les choses sont pratiquement jamais indépendantes, mais ça va être une de nos hypothèses préférées pour simplifier le modèle, pas pour simplifier nécessairement le raisonnement. Il faut faire attention, ici, on va faire des hypothèses d'indépendance, pas parce qu'on n'est pas assez intelligent. On va faire des hypothèses d'indépendance parce qu'on est, au contraire, suffisamment intelligent pour savoir que, à un moment donné, il faut que le modèle qu'on utilise ne soit pas trop complexe, parce que sinon, on va se retrouver qu'on va avoir plus de caractéristiques et de paramètres que finalement le nombre de patients qu'on a observés, ce qui fait qu'on va être capable d'expliquer tout et n'importe quoi. Les probabilités conditionnelles, pour nous, ça va être vraiment le plus important, ça va être la loi de Bayes que je vais mentionner tout à l'heure. Les probabilités conditionnelles, c'est la probabilité, étant donné A, étant donné qu'on a obtenu A, de voir B. Et les probabilités conditionnelles, au même titre que les corrélations, ce n'est pas causal. Okay? Ce n'est absolument pas causal. Donc, si le fait d'observer A change notre probabilité de B, c'est parce qu'on ignore B et que ces choses-là ont tendance à avoir un comportement qui est interconnecté. Mais l'idée d'avoir un comportement qui est interconnecté n'a rien à voir avec une façon de pouvoir changer les modes de vie. Bon, je pense que je l'ai déjà dit, puis je pense que je vais le répéter parce que c'est excessivement important de ne pas confondre prédiction et prescription. Les sciences des données sont la puissance des sciences des données au niveau de la prédiction dépasse largement, mais vraiment largement ce que vous pouvez imaginer si vous n'avez pas étudié le domaine. Si vous vous fiez aux prescriptions qu'on vous dit pour améliorer votre vie, vous êtes dans l'erreur totale parce qu'au niveau des prédictions, la puissance, elle est pratiquement sans limite, c'est magique, c'est extraordinaire. Par contre, au niveau des prescriptions, à travers des données qu'on a observées, c'est très difficile de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut conseiller, même à partir de beaucoup d'observations. Alors, bon, vous connaissez toutes les définitions, les termes de base, on les répète ici. OK? Lorsqu'on a une variable aléatoire, on pourrait, par exemple, parler de somme de résultats. OK, on peut combiner des trucs et appeler ça une variable aléatoire. Rien d'extraordinaire ici. Bon, probabilité jointe et marginale, ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va devoir, connaître et comprendre ces définitions-là. Au niveau de la probabilité jointe, en réalité, ce qu'on va avoir, c'est rien de bien compliqué. On a finalement une série d'événements possibles qui est assez grande, puis en réalité, ces événements-là sont divisés en parties. OK? Et donc, on pourrait s'intéresser à la météo de demain. Et la météo de demain, ça pourrait être la température, le vent et la luminosité. Puis peut-être même le niveau de pollen, etc., etc. Et donc, toutes ces choses-là, ensemble, c'est un événement qui est bien spécifié. Mais en réalité, on voit bien qu'on aura, par exemple, on pourra isoler, marginaliser la température ou l'ensoleillement ou le taux de pollen, etc.
Et donc, quand on parle de probabilité jointe, on va parler de la probabilité de tous les éléments ensemble. Et lorsqu'on va aller à la marginale, on va évidemment parler d'un élément plus spécifique, d'une partie, mais pas seulement un sous-ensemble. Évidemment, c'est un sous-ensemble. Par exemple, si je vous dis que je m'intéresse simplement à la température chaud ou froid, en réalité, ce que je m'intéresse, c'est au sous-ensemble chaud avec toutes les autres possibilités de variables. Donc, chaud avec du vent, chaud avec pas de vent, chaud avec du pollen, chaud avec pas de pollen, etc. Ça fait une longue liste que je vais associer à chaud. Et je vais avoir aussi une longue liste de possibilités que je vais associer à froid. OK? Mais on préfère parler de probabilité marginale en disant que j'oublie les autres variables, je m'intéresse seulement à la température. Et donc, ici, on pourra avoir deux variables, hein, le temps d'étude et les notes. Dans les exemples qu'on donne où on aura des probabilités qui ne sont pas indépendantes, on aura, dans bien des cas, on va choisir des variables qu'on sait qu'il y a un lien causal. Hein. Je pense que le temps d'étude, là, on peut se rendre compte qu'il y a un lien causal avec la note. Mais faites attention, dans bien des cas, c'est plus complexe. Donc là, ici, on a que le temps d'étude peut être faible ou élevé et la note pourrait être, par exemple, A, B ou C. Et là, si vous regardez le tableau, on peut s'intéresser à la probabilité d'avoir un B si on a étudié faiblement. On pourrait aussi vouloir calculer la probabilité d'avoir B, tout simplement. Et donc, ou la probabilité d'avoir A si on étudie faiblement et toute autre combinaison. Et donc là, ce qui va arriver, c'est que lorsque l'on a un tableau de probabilité comme ça, ici, c'est un tableau que je peux vous présenter parce qu'il y a juste deux variables. C'est un des gros problèmes au niveau pédagogique, c'est que souvent, je pense que c'est important de donner des exemples. Je pense qu'il faut absolument donner des exemples. Mais les exemples qu'on peut donner facilement dans un cours vont souvent avoir le gros défaut d'avoir très peu de dimensions. Par exemple, ici, on a juste deux variables. Pourquoi? Parce qu'avec deux variables, je peux faire un tableau. Et prenez garde que dans bien des cas, les caractéristiques qu'on obtient avec un petit peu de dimensions, comme 2 dimensions, et beaucoup de dimensions, comme 1000 dimensions, il pourrait y avoir des différences. Bon, ici, ce n'est pas un problème. On s'intéresse à des marginales. Ce n'est pas un problème au niveau du calcul. Par contre, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que si j'ai, par exemple, 40 variables, ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'avec 40 variables, je me retrouve que si mes variables sont binaires, d'avoir 2 puissance 40 possibilités, bon, l'explosion exponentielle, là, ça devient assez terrible. Donc ici, on pourrait avoir la probabilité d'avoir A qui est une ligne. On pourrait avoir la probabilité qu'un étudiant ait étudié faiblement, si on choisit au hasard, qui est de 55%. Et on peut, en réalité, marginaliser en additionnant les lignes ou les colonnes. Donc ici, de façon explicite, la probabilité d'avoir C, c'est 41%. Un truc qui va être utilisé souvent, ça va être le truc de diviser une distribution, de la casser en morceaux qu'on appelle les probabilités composées avec, en anglais, the chain rule. Bon. Parce que je vous ai parlé de l'explosion exponentielle. Donc, si vous avez 40 variables binaires, vous allez en réalité devoir décrire 2 puissance 40 événements. Bon, pensez-y. Donc, si vous avez 40 caractéristiques, imaginez qu'il s'agit du dossier d'un candidat.
un bit pour son genre, un bit pour son âge, un bit pour son diplôme, un bit pour un certain type d'expérience, un autre bit pour un certain type d'expérience, un bit pour sa disponibilité, un bit pour le test qu'il a fait, etc., 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 etc. Donc là, si on voulait décrire un candidat, ben, c'est pas grave qu'il y ait 40 caractéristiques. On va donner la valeur des 40 bits. Et c'est ça qu'on fait d'habitude avec beaucoup de variables. Le problème, c'est que si on doit décrire la distribution de probabilité, pensez qu'on aimerait connaître cette distribution-là avec un certain niveau de perfection. On aimerait la décrire exactement avec des chiffres. Le problème, là, c'est qu'on va se retrouver avec 2 puissance 40 combinaisons de probabilités à décrire. Et là, il y a toutes sortes de trucs qu'on va utiliser pour simplifier des distributions. OK? Évidemment, ça va souvent utiliser des notions d'indépendance qui vont nous permettre de simplifier. Et une autre chose qu'on fait pour simplifier une distribution qui ne demande pas de faire des hypothèses d'indépendance, c'est de dire, bon, premièrement, c'est quoi la probabilité pour la première variable? Tout court, dans l'absolu. OK. Maintenant que j'ai observé la première variable, c'est quoi la probabilité pour la deuxième variable étant donné ce que j'ai observé? Donc, probabilité de x2 étant donné x1. Et c'est quoi la probabilité de x3 étant donné x2 et x1? Et si vous multipliez toutes ces probabilités-là, c'est une identité mathématique. Vous avez que la probabilité de l'événement x1, x2, x3 jusqu'à xd est donnée par la formule que vous voyez ici, qui pourra être simplifiée en bas en utilisant le produit. C'est important de savoir manipuler l'espérance et la variance. OK? Donc, l'espérance, finalement, c'est tout simplement le produit d'une valeur et par sa probabilité. On peut toujours calculer l'espérance, mais l'espérance n'a pas toujours du sens. OK? Donc, pour que l'espérance ait du sens, il faut que la variable, ce soit une variable numérique, par exemple un nombre réel, et que ce nombre réel-là, sa grandeur, possède une certaine signification, qu'on ait un ordre, si vous voulez. OK? Et lorsqu'on calcule l'espérance, on fait toutes sortes d'hypothèses par rapport au comportement. On va, par exemple, considérer que la variable se comporte de façon linéaire. Pensez à de l'argent. On pourrait penser, par exemple, que l'argent, l'espérance de mon gain lorsque je suis au casino, l'espérance d'un succès financier par rapport aux différentes possibilités, aux différents risques, l'argent, c'est quelque chose qui s'additionne. On a une espèce de linéarité par rapport à de l'argent. On pourrait penser que 200 $, c'est comme 2 fois mieux que 100 $. Et donc, lorsqu'on fait, par exemple, des calculs mathématiques sur le comportement des gens de façon un peu naïve, on dira qu'on devrait se comporter de la même façon si on a, par exemple, 50% de chance de gagner 200 $ et 25% de chance de gagner 400 $. Parce que, au bout du compte, les choses changent, il y a des probabilités, mais l'espérance dans les deux cas, c'est 100 $. OK? Bon, ça aussi, c'est jamais une hypothèse qui est vraie complètement, mais c'est une simplification qui est extrêmement utile. Par exemple, l'argent, c'est assez facile de se rendre compte que l'argent n'a pas un comportement linéaire. OK? Si vous me demandez, par exemple, qu'est-ce que je préfère, gagner 1 million ou avoir une chance sur 10 de gagner 10 millions,
c'est absolument certain que je vais choisir 1 million, même si l'espérance est la même. Pourquoi? Parce que 10 millions, ça n'a pas beaucoup plus de valeur pour moi que 1 million. Et donc, l'argent perd sa linéarité. La raison pour laquelle j'introduis ce concept-là maintenant, c'est parce que l'espérance, c'est extrêmement intéressant, c'est génial, mais ça ne dit pas tout. OK? Et il faut faire attention. Ensuite de ça, dans certains cas, si la distribution est exponentielle, l'espérance n'a même absolument aucun sens. On s'en fout de l'espérance lorsque les distributions sont exponentielles. Et puis la variance, bon, ben, vous connaissez, ça se calcule, c'est à quel point les variables sont loin de la moyenne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, mais il faut faire attention, il y a des limites à ce qu'on va calculer, ce qu'on va obtenir comme information par rapport à ça, entre autres parce qu'on a un carré qui amplifie les éléments qui sont loin. Bon, la covariance, c'est la façon dont les variables vont varier simultanément. C'est important. La covariance, ce serait finalement tout ce qu'on a besoin lorsqu'on fait des corrélations, si ce n'était que malheureusement, la covariance a un problème d'échelle. Le problème avec la covariance, c'est que la covariance dépend de l'échelle. Donc, si on calcule la covariance au niveau de la taille et du poids en prenant la taille en centimètres et le poids en kilos, avec la covariance entre la taille et le poids en pouces et en livres, on n'obtiendra pas la même chose. Pourquoi? Parce que les échelles ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on va introduire la corrélation. Mais vraiment, la covariance, c'est la corrélation. C'est juste que la corrélation, on va avoir une échelle fixe.